Dans l'actualité de ce samedi 6 avril 2019, l'appel de la CODER à un retour des exilés politiques. La Coalition nationale pour la démocratie et la réconciliation salue l'ouverture du dialogue politique par le président du Faso et plaide pour une justice transitionnelle. L'ultimatum est expiré depuis hier, mais la gare routière de la Padoue est toujours occupée par les transporteurs et les commerçants. Ils disent ne pas savoir où aller. Le site transitoire ne semble pas totalement prêt. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle crie victoire d'étape et pense avoir eu raison très tôt sur la question de la réconciliation nationale. La CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, était face à la presse ce samedi. Le docteur Ablassé Ouedraogo et ses camarades saluent l'amorce du processus de dialogue politique et appellent à une réconciliation inclusive. Les exilés doivent rentrer, estime la CODER. Kwame Vedapa. Vous avez vu tout le travail qu'on a fait. Jusqu'à maintenant, ils sont venus sur la route qui doit nous amener à la paix. On est des garçons. Hein? Une attitude presque triomphaliste. Ablassé Ouedraogo se vantant d'avoir eu le mérite et le courage d'insister sur la nécessité de la réconciliation nationale et d'être rejoint maintenant par le gouvernement. Depuis l'amorce du dialogue politique par Roch Marc-Christian Kaboré, la CODER et son président reviennent au devant de la scène. Mais pour la CODER, la réconciliation nationale vraie passe par une justice transitionnelle avec toutes ses exigences. Et la justice transitionnelle, pour qu'elle soit effective et surtout bénéfique au pays tout entier, devra prendre en compte la situation de tous les fils du pays. C'est pourquoi nous estimons à la CODER qu'il est indispensable que tous les fils du Burkina Faso qui le désirent puissent être associés au processus de la réconciliation nationale. Cela va sans dire que les facilités et les garanties de sécurité soient accordées à tous nos exilés sans distinction. Précisément, la CODER plaide pour une amnistie de tout ou une partie des exilés et prend pour exemple le modèle sud-africain. Certains Sud-Africains avaient commis des attentats, avaient posé des actes, au regard des textes bien sûr, c'est contre les règles de vie de la République sud-africaine. Ils devaient être poursuivis. Alors, si on doit appeler quelqu'un qui doit être poursuivi à venir à la table de négociation, ensuite, l'oppresseur blanc, il a commis un acte, il doit être poursuivi. Pour qu'il puisse venir à la table de négociation, il a fallu d'abord, en Afrique du Sud, faire une loi d'amnistie pour que ceux qui sont dehors puissent revenir et avoir la sécurité qui ne seront pas poursuivis. Et ceux qui étaient les oppresseurs blancs, doivent représenter quand puissent venir à la table de négociation en ayant la certitude qu'ils ne seront pas poursuivis pour ce qui est fait pour que les négociations puissent démarrer. Pour dire que la question de réconciliation ne peut pas aller sans amnistie. Je ne dis pas d'amnistie tout le monde. Pas d'amnistie pour tout le monde, cela devrait se faire cas par cas et selon des règles précises pour éviter toute forme et tout sentiment d'impunité, vont ajouter les membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Parmi les membres de la CODER, il y a la NAFAR, la nouvelle alliance du Faso dans les cascades. Ce parti se réorganise. Le professeur Mamadou Diko et ses camarades sont allés installer les bureaux de la section provinciale de la Coméo et la sous-section départementale de Banfora en vue des échéances électorales de 2020. Majid Bakouan, Souto, Justin Dabiré. L'hymne de la nouvelle alliance du Faso entonné en chœur, une tradition à la NAFA avant le début de toute activité. Pour l'occasion, le bureau du secrétariat exécutif national du parti a procédé au renouvellement des bureaux de la section provinciale de la Comoué et de la sous-section départementale de Banfora en vue des échéances électorales à venir. La région des Cascades, et particulièrement la province de la Comoué et la ville de Banfora constituent un bastion de la NAFA. Vous savez que chaque parti a ses bastions électoraux et en tout cas cette province et particulièrement cette ville est un bastion. Et nous sommes venus ce soir au nom donc du secrétariat exécutif pour installer officiellement la section provinciale ainsi que la sous-section de Banfora. Et le reste du travail, c'est la section qui va s'en occuper au niveau des autres départements. 2020 s'approche à grands pas et la NAFA ne compte pas faire de la figuration. Les nouveaux membres du bureau de la section provinciale ont donc pour mission de mobiliser les militants à la cohésion sociale afin de donner une victoire éclatante au parti.
Nous avons comme priorité, c'est de travailler à l'organisation du parti. Et donc nous allons travailler à très bien implanter les partis dans toute la province, travailler à réorganiser nos structures de base et travailler à impulser un nouveau souffle aux structures qui existaient et travailler à la cohésion sociale au sein de nos militants et travailler surtout au développement et à vulgariser la vision politique de notre parti qui est d'avoir un Burkina épris de paix et de justice et un Burkina qui est émergent à l'horizon de 5 ans de gestion de pouvoir. Mahamadou Diko, président de la NAFA, a profité de cette rencontre pour donner aux militants du parti les nouvelles de leur leader, Djibril Bassolé, évacué en Tunisie pour des soins. Le président de la NAFA rassure ses militants que les candidats se portent bien et il reviendra bientôt pour la continuité du combat. Nous sommes en contact et il a commencé ses soins et ça va. Et Inch'Allah, il va revenir en paix. N'ayez pas peur, et je vais le vivre. Depuis longtemps, il devait avoir la liberté provisoire. Mais c'est le pouvoir MPP qui l'a empêché de rejoindre un autre hôpital à travers le monde pour se soigner. Et même actuellement, ce n'était pas l'hôpital de son choix. La police est allée en France se soigner, mais ils ont forcé de l'amener en Tunisie. Mais il n'y a aucun problème. Nous croyons en Dieu, nous avons confiance. L'essentiel est qu'il ait la paix, et qu'il ait la santé. Et il va revenir, on va continuer le combat ensemble. Le bureau de la section provinciale de la NAFA dans la Comou est composé de 18 membres et celui de la sous-section est fort de 15 membres. Il y a aussi les Fassoïs. Ce n'est pas un parti politique, mais une association de jeunes qui entend prôner les valeurs de patriotisme, d'intégrité et de solidarité. Elle a effectué sa première sortie ce samedi. Rémi Lamène est bien. De verre vêtus, ils se font appeler les fassoïstes. Entendez par là des jeunes qui cultivent en eux l'esprit d'intégrité, de solidarité et de patriotisme. Des valeurs suffisantes pour qu'ils s'engagent au profit du développement de leur pays. Le mouvement fassoïste est donc né de cet élan patriotique. Cette association qui est reconnue officiellement qu'en janvier entend transcender tout ce clivage politique, ethnique et autres considérations pour fédérer toutes les énergies de la jeunesse pour un développement de notre pays. Le fassoïsme veut être un système de développement économique et social qui associe intégrité, solidarité et patriotisme au nom d'un État idéal, collectif et suprême. Retenons que le fassoïsme est un concept basé sur le triptyque intégrité, don de soi et patriotisme qui caractérise l'État-nation, le Burkina Faso. Déjà engagés dans la vie active, les membres de l'association Les Fassoïstes entendent apporter leurs compétences dans divers domaines d'activité. Il y aura des formations, il y aura l'accompagnement des jeunes, il y aura également des initiatives au niveau des jeunes. Vous conviendrez avec moi qu'au niveau du Burkina Faso, on a des compétences, mais c'est le problème organisationnel de fonctionnement des structures associatives qui fait qu'actuellement on a beaucoup de soucis. Et nous comptons qu'à travers cette association, nous allons mettre en place un plan, une stratégie et un processus qui pourra intégrer et fédérer toutes les énergies sur le terrain pour avoir un objectif commun et pouvoir se développer et s'épanouir. La détermination est l'atout de cette association et elle semble posséder ce qu'il faut pour se trouver des partenaires à l'image de son parrain. Premièrement, c'est l'engagement du groupe qui est venu me rencontrer au bureau. Deuxièmement, c'est le respect du genre, car il y avait 2 femmes et 4 garçons. Troisièmement, c'est le niveau intellectuel du groupe, car il y avait 3 ingénieurs. Mais surtout, l'engagement personnel du groupe à s'assumer financièrement pour lancer cette association. Ils étaient totalement désintéressés par l'argent. Et ceci a été une motivation pour accepter de parrainer le mandat. Comme ils l'ont si bien dit, je ne parraine pas un événement. Et on est engagés ensemble pour 3 ans. C'est un modèle, c'est un symbole aujourd'hui de patriotisme et d'engagement pour la paix et la citoyenneté. Et je me dois de donner le meilleur de moi-même pour les assister. Pour la mise en œuvre de ces actions, l'association Les Fassoïstes a élaboré un plan triennal décliné en 5 axes, dont la promotion de l'auto-emploi et du développement durable à travers l'agriculture, l'élevage et l'environnement.
Ils avaient jusqu'à hier, 5 avril, pour déguerpir de Ouagar-Inter. Mais ils sont toujours là. Transporteurs et commerçants vaquent tranquillement à leurs occupations en attendant l'action de la mairie. Pendant ce temps, sur le site d'accueil, les travaux sont toujours en cours. Luc Pabelgem. Nous sommes à la gare routière Ouagar-Inter de Ouagadougou. Normalement, ce 6 avril, on ne devait trouver personne à cette gare puisque le 5 avril était la date butoir donnée par la commune de Ouagadougou pour que tout ce beau monde rejoigne le nouveau site. Pourquoi sont-ils toujours là? Effectivement, on devait quitter les lieux hier, mais comme vous le constatez, il n'y a rien. On attend toujours la mairie pour savoir comment ça va se faire. On a même appris un délai supplémentaire pour le déguerpissement. Hier, nous avons vu quelques commerçants démonter leur hangar. Nous, en tout cas, nous attendons qu'on nous montre le nouveau site. On a l'impression qu'on a été oublié dans le processus. À Ouagar-Inter, c'est le train-train quotidien. Les véhicules de transport continuent de charger et de décharger sur le terrain. Sur le site devant accueillir transporteurs et commerçants, l'entreprise en charge des travaux annonce un taux d'exécution de 99%. Tout serait fin prêt. Il ne reste plus que la toiture, mais des travaux supplémentaires pour l'amélioration du site pouvant aller au bitumage de la cour ne sont pas exclus. Les travaux de réhabilitation et d'extension de la gare Ouagar-Inter ont débuté en février 2019 pour un délai d'exécution de 10 mois. 2 mois après le démarrage des travaux, les locataires de l'ancienne gare sommés de quitter les lieux attendent que la commune vienne leur dire où il faut partir. Près de 500 cas de grossesse en milieu scolaire au cours de l'année 2017-2018 au Burkina Faso. La région du Centre-Est est très concernée par le phénomène. Les associations multiplient les séances de sensibilisation. Arsène Konditamde. Dans la région du Centre-Est, plus de 170 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés au cours de l'année académique 2017-2018. Des chiffres qui démontrent, si besoin en était encore, qu'il y a péril dans la demeure. Les jeunes de la région eux-mêmes s'engagent à lutter contre le phénomène. Dans la commune de Tenkodogo, l'association des élèves et étudiants ressortissants de Tenkodogo et l'association Voix des jeunes du Centre-Est permettent aux jeunes de se familiariser avec les méthodes de contraception. L'objectif de cette rencontre, vraiment, c'est de toucher le maximum possible d'élèves dans cette tranche qui peuvent être touchés par le fléau de grossesse non désirée ou précoce. C'est dans ce cadre qu'on a initié cette conférence pour un éveil, une information sur les conséquences d'une grossesse en milieu scolaire. Parce que souvent, les élèves ont l'information, mais est-ce la bonne information? Il est souvent nécessaire de faire parler des personnes compétentes face à eux pour les faire passer la bonne information. La sexualité, un sujet tabou sur lequel il va falloir lever le voile, estiment les initiateurs de cette conférence. Pour y parvenir, chaque acteur doit mettre la main à la pâte pour faire baisser ces chiffres qui sont de plus en plus alarmants. Donc les jeunes sont fortement responsables de la situation. Vous l'avez dit tantôt, il y a également les parents, il y a également nous en tant que structure étatique, je pense à toutes les structures étatiques. Donc nous pouvons dire que toute la société entière est interpellée par rapport à ce phénomène-là, peut-être à des niveaux différents, à des degrés différents, mais nous sommes tous interpellés. Dans la région du Centre-Est, les autorités en charge de la santé mettent en place des initiatives pour accompagner les jeunes filles enceintes à mieux faire face aux difficultés liées à la grossesse. Des mesures sont également prises pour éviter de nouveaux cas. Il y a l'accompagnement psychologique et l'accompagnement aussi dans le suivi de la grossesse que la direction régionale de la santé, à travers les services de santé de la région, met en œuvre pour les accompagner. On a un projet aussi avec la coopération belge pour le recensement des grossesses en milieu scolaire
le suivi psychologique et sanitaire de ces cas de grossesse non désirée. Après Tenkodogo, les initiateurs veulent étendre cette activité aux autres communes de la région du Centre-Est afin de toucher le maximum de jeunes. La cérémonie a également été marquée par une remise d'attestation aux structures qui ont contribué au succès de l'activité. Une autre situation qui inquiète, 300 animaux tués par le charbon bactéridien à Bisman et à Zungu dans le Passoré. Le gouvernement mobilise les acteurs pour faire face à cette maladie qui porte un coup dur au secteur de l'élevage. Abdoulaziz Saré. Le gouvernement burkinabé décidé à faire barrière au charbon bactéridien, une maladie qui affecte et tue de nombreuses espèces de mammifères. Elle est exotique au Burkina Faso avec une présence remarquée dans plusieurs régions et a tendance à se tendre aux régions voisines. La sensibilisation est la voie choisie. À Yako, dans le Passoré, ce 4 avril, il est question pour le ministère en charge des ressources animales d'informer les éleveurs et vétérinaires sur les effets néfastes de cette maladie en vue de leur implication effective dans la lutte. Au niveau des animaux, il y a des pertes énormes que nous avons enregistrées, mais c'est surtout au niveau des humains que le problème se pose. Et les 5 dernières années, nous avons comptabilisé une dizaine d'hommes qui sont morts de cette maladie. Chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui, puisqu'il y a des possibilités d'éviter, de l'éviter. Il y a des mesures à prendre pour éviter que ces humains-là, ces hommes-là, ne meurent de cette maladie aujourd'hui. Le charbon bactéridien est présent au Burkina Faso depuis plusieurs décennies. Les derniers cas de foyer datent de 2017 à Bama dans les Hauts-Bassins et à Boussira dans le sud-ouest, où il a occasionné la mort de 71 bovins et de 3 personnes. Fin 2018, la maladie frappe encore avec le foyer de Bissima et de Zungu dans le Passoré, où elle a tué 300 animaux. Cet atelier de sensibilisation vient donc à point nommé. Et nous croyons fermement que cette rencontre va permettre à tous les acteurs d'avoir des informations très utiles sur cette maladie qui est très dangereuse. Donc nous voulons saluer la tenue de cet atelier et remercier le ministre des Ressources animales et halieutiques d'avoir choisi notre région pour abriter cet important cadre d'échange. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette lutte contre le charbon bactéridien. Il bénéficie de l'accompagnement de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Alors, l'UEMOA a bien voulu accompagner le Burkina Faso depuis 2014, comme je le dis, depuis 2014, avec un coût total du projet de 700 millions. Et actuellement, ils sont prêts à prolonger le projet actuellement pour nous permettre donc de continuer à lutter parce que jusque-là, nous n'avons pas atteint l'objectif recherché qui est justement d'éradiquer la maladie au Burkina Faso. Cette campagne de sensibilisation et d'information va se tendre sur toutes les régions du Burkina Faso. Déjà, les régions du sud-ouest, des Hauts-Bassins, du Sahel, du centre-nord et du nord ont été sensibilisées. Voyons à présent cette formation qui va permettre de booster la production agricole dans certaines régions du Burkina Faso. Une formation en conduite et entretien de motoculteurs. Les bénéficiaires sont 15. Ils sont des formateurs communautaires. Roméo Kuita. Cette attestation sanctionne 4 jours de formation en conduite et maintenance de motoculteurs en faveur de 15 formateurs communautaires. Ils sont issus des sous-bassins versants de Zogoré, Kiembara et Kion. Nantis de leur certificat, ils ont désormais pour mission d'outiller à leur tour des producteurs de retour dans leur village. L'initiative s'inscrit dans le programme de développement des terres arides, DREDEV, et mise en œuvre par la SNV. Personnes qui ont été formées aujourd'hui, nous attendons qu'au niveau de leur communauté, ils puissent rendre des prestations de services à leur communauté. Ce sont des prestations de services payants, donc qui permettent non seulement aux conducteurs, aux prestataires de services de générer des revenus, donc ce sont des emplois qui sont créés, mais aussi les ressources générées permettent
d'ici quelques années, de renouveler tout le matériel et d'acquérir même, d'augmenter le nombre d'équipements au niveau donc de chaque village. Chaque groupe d'opérateurs bénéficie en plus d'un ensemble d'équipements agricoles permanents composé de motoculteurs et ses accessoires. L'ensemble du matériel a coûté 11 millions de francs CFA et acquis par la SNV auprès de la Sonater, la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, bras financier du projet, souhaite qu'il serve d'exemple de formation qui pourrait être expérimentée dans d'autres localités. Si vous allez, je prends l'exemple de Kion, il y a des gens qui ne font pas partie de nos 45 000 acteurs, mais quand ils voient les résultats sur le terrain, ils demandent jusqu'au niveau des maires qu'il y ait des interventions similaires donc, à leur niveau. Donc, pour répondre précisément à votre question, comment ça se fait? Nous faisons du pilote pour donc, une mise à l'évidence des succès afin de pouvoir procéder à une réplication. Et donc c'est un centre non seulement de formation, mais c'est un centre également de développement centré sur l'agriculture. Les bénéficiaires, quant à eux, pensent que ces nouvelles techniques agricoles apprises devraient contribuer à améliorer leur production. Avant, nous utilisons des demi-lunes, des cordons, des ailes, mais elle est la bienvenue. Elle va beaucoup faciliter nos cultures cette année. Au Burkina Faso, le projet est mis en œuvre dans 48 villages de 6 sous-bassins versants, notamment Kion, Arbolé, Zogoré, Bassir, Tikaré et Kongoussi. À terme, il cible 45 000 agriculteurs, dont 22 500 fermes. À part le Burkina Faso, le programme couvre certaines zones arides du Mali, du Niger, de l'Éthiopie et du Kenya. Autre projet, c'est le projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou. Il fait l'objet d'un atelier de capitalisation à Bobo-Dioulasso. Le point de 4 années de mise en œuvre sera dressé. Sotuo, Justin Dabiré. Débuté en 2014, le projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou a pris fin en 2018. Après la phase de la mise en œuvre du projet, les acteurs tiennent ici à Bobo-Dioulasso un atelier de capitalisation sur les diverses initiatives prises dans le cadre du projet en vue d'en tirer les expériences innovantes. Les participants à cet atelier vont aussi mettre l'accent sur les principales leçons apprises durant la mise en œuvre du projet. Le projet a sa fin, bien sûr, mais un certain nombre de recommandations sera fait. Il s'agira certainement, en ce qui concerne ce qui n'a pas pu aboutir, c'est-à-dire les insuffisances, comment le corriger et demander à ce qu'un nouveau projet où il y ait une continuité de projet pour continuer, consolider ce qui a été déjà fait pendant les 4 dernières années. Pour les acteurs du secteur anacarde, le projet a grandement contribué à la promotion de la filière. Il a permis de donner plus de visibilité à la filière et de doter les entreprises de transformation d'anacarde en équipement. Depuis la mise en place de l'interprofession, c'est ce projet qui a accompagné pas à pas l'interprofession jusqu'à la fin du projet en décembre passé, décembre 2018. Et donc, cet accompagnement a permis de donner une visibilité à la filière, de renforcer les capacités des acteurs et d'accompagner, par exemple, les unités de transformation en petit équipement, en petit matériel, qui a permis aussi d'augmenter la qualité de l'offre du Burkina sur le marché. Les acteurs de la filière anacarde espèrent encore plus d'accompagnement dans les années à venir pour une bonne marche de la filière. Nos attentes, c'est que les choses se consolident au niveau de la filière par un accompagnement si possible, un nouvel accompagnement si possible. Et c'est aussi de permettre d'opérationnaliser ce qui a été un acquis phare au niveau de cette filière, parce que l'accompagnement du CIR a permis aux acteurs de mener beaucoup de réflexions et d'initier un prélèvement, par exemple, au niveau de l'exportation de la noix brute du Burkina.
Le projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée de la noix d'acajou est une initiative du cadre intégré renforcé du Burkina Faso avec l'accompagnement du ministère en charge du commerce qui veut promouvoir les filières mangue et anacarde à travers l'accroissement du volume des exportations de mangue séchée et de noix d'acajou transformées au Burkina Faso. On termine ce journal par cette joie des femmes des de la femmes commune rurale de Saba avaient presque Elles ont perdu désormais leur espoir maison, dans la une promesse promesse de tardée à se l'autorité réaliser. municipale Il qui y a se de cela plus de concrétise 5 ans ainsi. que les autorités municipales leur avaient promis la construction d'un bâtiment de la commune rurale de Saba. Mais le 6 avril, c'est chose faite. La promesse tardait à se réaliser. Il y a de cela plus de 5 ans que les autorités municipales leur avaient promis la construction d'un bâtiment dédié à leurs activités. Mais ce 6 avril, c'est chose faite. La mairie de Saba a déboursé environ 29 millions de francs CFA pour sortir ce joyau de terre. Il s'agit là de la maison de la femme de la commune de Saba, inaugurée par Simon Compaoré, président du MPP par intérim. Il faut qu'elle s'empare de cette maison, qu'elle s'organise pour que la gestion soit correcte, pour qu'il y ait une permanence qui permette de faire vivre cette maison-là. Et qu'elle puisse recevoir des étrangers qui vont venir ici pour montrer ce qu'elles font de cette maison de la femme. Fini donc les réunions sous les arbres pour ces différentes associations de femmes de Saba. Elles entendent d'ores et déjà mettre à profit ce bâtiment à travers l'organisation de formations en entrepreneuriat en faveur de leurs consoeurs. Et faire des formations en tissage, en savonnerie, et pas mal d'activités que nous voulons mener et même voir à l'intérieur qu'est-ce que nous pouvons faire, appel aux microfinances pour nous appuyer dans nos activités. Parce que parlant de la maison de la femme, il faut quand même penser à l'avancement. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des formations pour éveiller quand même l'esprit des unes et des autres. Le conseil municipal de Saba ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En plus de la clôture qui est annoncée pour bientôt, les femmes devraient aussi bénéficier d'un atelier de formation. Nous avons dégagé 24 millions pour construire un atelier d'apprentissage de différents ordres. Et nous entendons dans quelques temps à venir clôturer avec bien sûr l'appui de bonne volonté du ministère et vraiment des amis de Saba, voilà, pour que ce soit vraiment une maison digne des femmes. L'inauguration de cette maison de la femme entre dans le cadre de la célébration des 72 heures des femmes de Saba. La commune compte une centaine d'associations dont la majorité ont répondu présent à la manifestation. Celles qui se sont le plus illustrées en faveur du développement de la municipalité ont vu leur mérite reconnu. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 20h15, c'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal en langue nationale Morée. Demain, 19h30, rendez-vous pour le 7 Info. Bonsoir.